Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 14, c'est un jour important, c'est surtout le retour du beau temps. J'allais dire c'est le premier jour du soleil. Voilà, après 8 mois d'hiver, on peut se satisfaire d'avoir quelques brins de soleil. Donc nous allons parler de météo. Exactement, donc ça va être sujet météo. D'ailleurs on va terminer avec un petit sujet IA et météo pour faire le lien, même si c'était pas prévu. C'est aussi un jour important parce qu'on peut féliciter Benjamin qui a réalisé son premier triathlon. Bravo Benjamin. Tu l'attendais pas celle-là. Voilà, ça n'avait rien à voir, c'était juste pour le dire. Tout simplement, au sommaire du jour, aujourd'hui... Tu veux faire les félicitations, on pourrait commencer par les tiennes, non ? Exactement. Hein, monsieur, il est MVP maintenant ? Monsieur est MVP. Voilà, j'ai le plaisir de rejoindre une large communauté d'experts, notamment sur le sujet de l'intelligence artificielle. Merci de me mettre en avant. Il me rend l'appareil. Donc, au sommaire du jour, sur l'épisode 14, il est temps de déclarer vos copilots avec Romain. Alors, ce sera la déclaration ou le copilot déclaratif, mais aussi, je crois, un vrac de news. Tu nous as dit, pour une fois, j'ai plein de trucs à dire sur la Power Platform. Ouais, enfin, ça Romain m'a surtout dit, on parle beaucoup trop de copilots, il y a des choses qui se jouent sur la Power Platform en ce moment, j'aimerais faire un petit récap des news. Ça allait ressembler à un peu une build à moi tout seul, mon sujet, on a dû faire 2-3 coupes. Exactement, donc on va l'appeler le vrac de news et les copilots déclaratives en sujet 1. En sujet 2, Kevin, tu nous expliqueras. Alors on change un peu, on se challenge. Ouais. Pourquoi OpenAI croque la pomme? On sait que tu as 3 passions dans la vie. Du coup, Microsoft, Nvidia et la troisième, tu nous en parleras sur sujet 2. Ça n'est plus Satya? Si, mais Satya, c'est Microsoft. C'est au-dessus de Satya. Pour notre troisième thématique, on regardera avec Benjamin Power BI pour le meilleur et pour le pire. Vous n'êtes pas foulé sur le titre. On s'est pas foulé sur le titre. Mais oui. Exactement. On parlera de versionning. Il faudrait qu'on fasse un top jeu de mots à la fin. Parce que je pense viens de le comprendre, la honte. Bon. Tu viens de comprendre. Merci, Kevin. T'avais pris une blague à emporter, toi. Exactement. Et sujet 4, avec Kevin, on revient avec toi, Kevin, un peu Romain, certainement. Copilot plus PC, c'est maintenant. Donc, c'est pas que le retour du beau temps, mais c'est aussi pas mal d'annonces qui se confirment et de nouveaux services chez Microsoft et pas que d'ailleurs. Donc on en avait parlé sur l'épisode spécial Build et on finira avec le fameux sujet IA. Comme toujours, pour le coup, il y a des choses qui ne changent pas. Je vous dirai en quoi AutoGen, notamment AutoGen Studio récemment annoncé, se concentre sur le dédoublement de personnalité. Voilà, pas mal de choses pour un petit épisode normal. Romain, je te laisse la main. Dis-nous pourquoi, en dehors, sur ce mois de juin, des impôts qui ont été à déclarer, on doit également déclarer nos copilots. Du coup, je vais ouvrir mon ordi. C'est rare, hein. Souvent, je fais ça à la one again, mais non, en vrai, là... Alors c'est ça, on commence par les news vrac. C'est ça, parce qu'en fait, il y a de la date surtout, et des dates qui sont importantes, parce que des choses dont on a parfois déjà parlé, c'est juste pour avoir 1500 Non, on va faire vite. Déjà, il y a un sujet dont on parle depuis un moment qui était d'avoir un peu plus tout ce qui est dans la gestion du cycle de vie applicatif. Il y a beaucoup de news. Et surtout la partie contrôle de source, qui est vraiment vitale pour la Power Platform pour travailler à plusieurs, partager, faire du Fusion Team, du Fusion Dev ou tout simplement en suivre. Et donc, en public preview, on a l'intégration Git. Voilà. Donc, bravo. Vous nous rejoignez? Ça y est, la cour des grands, on est des adultes. Bienvenue. Voilà. Et voilà, ça ouvre beaucoup de portes, surtout que ça soit les pratiques de Fusion Team, faire travailler un Citizen Dev avec un Pro Dev, donc ça implique le versionning, etc. Et donc c'est ma deuxième news, c'est que qui dit Git, mais même si c'est une autre news, mais qui est elle pour juin déjà, avant 2024, c'est 2 news différentes, on a le fait qu'on peut voir en mode code source intégral les applications Power Platform en YAML. Ce n'est plus une boîte noire. C'est ça. Mais ça veut aussi dire que du coup, si tu cumules les 2 news, tu as donc Git et l'intégralité du code source. Donc là, ça ouvre des portes folles. Donc ça veut dire que tu peux complètement maintenant développer du low-code? Exactement. Est-ce que c'est pas la... C'est un peu Inception. Non, mais par contre, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, tu m'as dit de ne pas rebondir trop sur les news vrac, mais ça m'intéresse quand même. Oui, parce que c'est totalement ce dont je vais parler après. Tu pars d'une philosophie. C'est ça, tu pars d'une philosophie qui est pure low-code, un peu, je sais pas trop ce qui se passe derrière, mais ça marche quand on est Citizen Dev, etc.
On sait que forcément depuis le temps, tu as eu les besoins de gouvernance, industrialisation, On sécurité, en a parlé ici, etc. On en a souvent parlé. Et là, en fait, tu reviens dans un principe où si tu es un peu dev, tu peux complètement développer des apps low-code. Est-ce que c'est pas un non-sens, Romain? Mais en fait, faut rappeler, comme on l'a eu, ce que je rappellerai toujours, la Power Platform et le low-code, c'est pas le nouveau PHP qu'on rajoute dans la boîte à outils d'une DSI. Le low-code, si ça n'a pas marché il y a 20 ans et que ça marche aujourd'hui, c'est parce qu'on ne va pas multiplier par 5 la taille des DSI. Voilà. Donc le low-code, le no-code... C'est pas pour faire plus de dev. C'est ça, c'est juste pour justement répondre à plus de besoins plus vite, autrement en faisant fusionner les équipes métiers et les équipes tech. Alors, et on a besoin de ces outils. À l'inverse, ça sert à quoi de voir le code? Ça sert justement pour le vrai futur, c'est pas aujourd'hui en termes de maturité. Non, mais aujourd'hui en termes de maturité, beaucoup d'entreprises en sont à on est en train de monter des centres d'excellence où j'ai un ensemble de développeurs et un plateau dev qui fait du low code. Mais ça, c'est pour monter en maturité. Ouais. La vraie cible, c'est d'avoir les citizen dev, les citizen makers et les gens qui travaillent main dans la main avec les développeurs. Sauf que pour faire ça de façon en total trust, il faut que le développeur puisse comprendre ce que fait le citizen. Et honnêtement, un développeur comprend beaucoup plus vite des lignes de code que juste à devoir regarder des écrans. Et donc ça, c'est un vrai plus. Les citizens vont pouvoir travailler en low-code et les pro-dev, en un claquement de doigts, sécuriser les API, intervenir sur ce qui ne fonctionnerait pas derrière et jouer leur rôle d'expertise. Et justement, ce rôle d'expertise, c'est la prochaine news, qui a été quelque chose dont on avait parlé de la public preview et qui arrive en GA en juillet, donc GA General Availability, donc c'est dispo. C'est le fait de travailler directement en Power Platform avec des procédures stockées SQL. Et donc, parce qu'avant, ça paraît pas fou, mais en vrai. Alors, en vrai, ça suit la logique. Ok, soit. Parce qu'avant, on est obligé de faire des appels, des connecteurs, des machins. C'est lent, c'est compliqué, personne n'y comprend. Enfin, si, dev, mais voilà. Là, en fait, ton pro-dev qui doit se concentrer sur la partie expertise va pouvoir faire toute la partie data, affichage ou traitement métier, mais avec un taux de réponse instantané, immédiat. Et en fait, avec des procédures stockées, ça veut dire aussi que les gens de la data vont plus paniquer quand on leur demande « Salut, je peux avoir accès à telle table, à tel machin ?» On revient aux vraies pratiques de développement propre qui sont « Mon DBA doit me faire des proc stocks. Moi, le développeur, j'utilise les proc stocks. » Donc là, c'est l'intégration de ta vision low-code dans un SI qui a d'autres pratiques et qui a des chemins plus rapides. Et du coup, l'idée n'est pas d'être low-code sur toute la chaîne, mais là où tu as de la valeur ajoutée, et notamment côté data, c'est plus facile à un moment d'aller faire une requête SQL. Et le reste, on est un peu plus léger dans les deux news, mais moi je les trouve fun, surtout la dernière. La première, c'est que, alors on se rappelle à la build, on a dit qu'on allait créer des copilotes dans SharePoint. Là, maintenant, on va faire des Power Automate dans Excel. Okay, je l'avais pas vu venir, celle-là. Je l'avais pas vu venir. Excel va tout faire. Pardon, je m'éclate de rire un peu fort, mais oui. Exactement. On va avoir l'automatisation de tâches de travail. Quoi, du coup créer des flux, des approbations, des demandes, vérifier des contenus de cases. En fait, tu vas dans ton Excel et puis tu cumules à ça avec les petites news qui vont arriver aussi côté Excel qui sont sur Copilot et l'IA. Donc notamment là, exemple par rapport à ce que tu viens de dire, Excel qui est souvent utilisé comme masque de saisie de données, pourra aujourd'hui, là où on mettait comment ça s'appelle ? Publipostage ? Non, du VBA avant pour masquer les champs, mettre des règles, des mots de passe ou des trucs. Maintenant, aujourd'hui, tu pourras avoir un petit flux Power Automate qui viendra, lui, jouer ce rôle-là. Entre autres. En fait, tu vas avoir même des templates préfaits. Okay. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le no-code, là. On y revient, avec des templates pour exécuter des tâches que tu ferais dans Power Automate. Donc, de la lecture de données dans d'autres fichiers, dans d'autres sources. Et c'est quoi ? C'est un widget façon Power BI ou c'est à droite c'est dans le ruban. Dans le ruban, complètement natif. Et ça pousse mon rêve que la Power Platform soit aussi naturelle que le back office un jour. Oui. Voilà. Potentiellement, un Power Automate peut être intégré un peu VBA, partout dans les processus. Excel l'amour. Jamais. Et la dernière qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'on va avoir cette intégration Power Automate dans les réunions Teams. Quand tu vas créer une réunion dans ton Teams ou dans ton Outlook, tu vas pouvoir y attacher des Power Automate qui se déclenchent avec, pendant et après la réunion. Donc, genre, dès que Kevin parle, ça coupe son micro. Alors, ça, tu vas pas, non peut-être pas tout de suite. C'est des questions ouvertes. Plus de 30 secondes. Ouais. Mais tu vas, par exemple, quand tu... Scénario, formation, envoi du questionnaire de satisfaction automatique à 55 minutes. Envoyer le compte-rendu de ta réunion à la fin, qui a été généré par Copilot. Ça, c'est intéressant. Envoie des comptes rendus générés par Copilot Studio au passage. Enfin, par Copilot 365, pardon, le petit lapsus. D'accord, donc c'est amener des call to action en fin de réunion. Ça va ou pendant, ou avant, ou après. Et tu peux les prévoir et les automatiser et les attacher à tes réunions ou réunions récurrentes. Préparer les flux en amont. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc ça, je pense qu'on va... Et ça, en plus,
c'est un peu arrivé de nulle part, parce que je vous parle pas d'une public preview. C'est techniquement ce mois-ci en GA. Voilà, bonjour, merci. On a rien demandé, mais c'est une sorte trop cool. d'intégration, mais tu auras toujours ton flux à développer en amont. C'est juste que maintenant, tu pourras l'appeler Et du coup, avec un. petite avec question un schedule, pour qu'on comprenne bien, c'est développé demain par les équipes low-code de leur côté et intégré dans Teams, ou c'est l'équipe Teams qui a accès au workflow Power Automate? C'est la réunion, tu vas avoir un bouton ajouter un Power Automate. D'accord, donc c'est le créateur de la réunion, l'administrateur, qui va pouvoir lui faire son petit flux de workflow. Avec ses templates, Et etc. est-ce qu'on peut capitaliser sur des workflows déjà faits? Est-ce qu'il y a une bibliothèque un peu de... Techniquement, oui, puisque dès que tu te retrouves dans la partie Power Automate, tu as toujours accès aux templates, etc. Donc l'idée derrière, il faut que l'entreprise mette à disposition des workflows. On parlait celui des formations, des comptes rendus. J'ai même envie de dire, pourquoi pas envisager qu'une entreprise, par défaut, abonne un workflow qui, 5 minutes avant la fin de chaque réunion, rappelle aux gens qu'il faut vérifier les actions. Que peut-être que 20 minutes avant la fin d'une réunion, il faut toujours vérifier que la to-do est checkée. Pourquoi pas lancer des actions, parce qu'on a un connecteur Copilot. Donc pourquoi pas lancer des actions d'IA. Des prompts déjà. Voilà, lancer des IA et des actions d'IA sur toutes les réunions en cours. Autre question, Romain, est-ce que ton workflow, je ne sais pas si tu as la réponse, mais pourrait afficher de la notif Teams, justement pour le rappel avant réunion, comme tu sais, les 5 minutes qui s'affichent? Moi, j'y vois aucun inconvénient. Maintenant, il faut voir en pratique. Non, techniquement, c'est ma question, c'est de dire, est-ce que tu penses qu'on influera Teams pour dire, tiens, pensez à faire cette action sous forme de petite notif, comme le rappel des 5 minutes? Moi, j'y vois pas de blocage. Par contre, c'est vrai que là, j'ai encore une inconnue, parce que je ne l'ai pas testé personnellement. Okay. Est-ce qu'il attend que la réunion démarre pour fonctionner? Est-ce que c'est juste un timer qui attend? Ou est-ce que le fait qu'il est attaché à cette réunion, c'est plutôt un élément de contexte? Ce que je ne sais pas, c'est si le point de départ, c'est la réunion, le fait que la réunion démarre, mon workflow marche, ou si le workflow, c'est lui le point de départ qui a en pièce jointe la réunion. Ça, je ne sais pas encore, mais on le saura pour une prochaine fois. On va tester, quoi. Sur les news, c'était... Et maintenant, mon vrai sujet. Alors, donc sur les news, on a fait le tour. Si on petit récap de tes news néanmoins importantes, c'est vrai pour le coup. Donc c'est la partie versionning. GitHub, versionning, accès au code source. L'accès au code source, l'intégration de Power Automate dans Excel pour faire des masses, des templates, etc. Et dans les réunions. Donc c'est le nouveau VBA, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Et l'intégration de Power Automate dans les réunions de Teams, où là on voit pas mal tout de suite de... Oui, là, il y a et la GA des Procstock. Il y a des donc pas mal de choses en effet. Voilà. Pendant plusieurs mois, on a senti Romain un peu en manque de petites news comme ça. Là, il est arrivé avec son petit sac, son panier, et en disant j'ai plein de choses à vous partager. De news. Exactement. Donc c'était ton moment. J'ai fait le tri dans les 437 pages de news. Exactement. La news principale, du coup, on s'est dit il est temps de déclarer vos copilots. Qu'est-ce qu'on entend par cette jolie phrase? Et c'est surtout pour faire le lien avec ton sujet à toi après. C'est que en fait, un sujet dont on ne parle pas trop, c'est s'appelle les déclaratives Copilot. En fait, il y a un sujet qui est, on a Copilot 365, qui en entreprise est un grand généraliste capable de parler de tous les sujets, de tout ce qui se passe et d'accéder à tout dans l'entreprise. On a parlé ici, on a parlé ici qu'on pouvait faire du Copilot Studio qui, associé à un prompt, pouvait se déclencher dans un Copilot 365. Donc voilà, identifier des situations dans lesquelles on va au-delà d'un Copilot 365, j'appelle des workflows, j'appelle des sujets, je regarde des bibliothèques en particulier. Donc la partie déclarative, elle, pour un peu la vulgariser, et donc une petite image que j'ai prévu en fait de vous montrer et de vous afficher, c'est que globalement, ce déclaratif, c'est qu'on va pouvoir personnaliser et customiser en reposant sur l'orchestrateur de chatbot. On a un orchestrateur dans Microsoft 365. Voilà. Et donc dans cet orchestrateur, on va pouvoir personnaliser de plein de façons, via les chatbots Teams, via Copilot 365, via Copilot Studio, via tous les sujets d'IA, on peut rentrer dans cet orchestrateur et celui-là, on va pouvoir mettre à disposition, selon des personas, des chatbots privés. Sauf que la différence qu'il y a, c'est qu'avant, on parlait de Copilot 365, qui, dans un certain cas de prompt, appelait un Copilot Studio. Soyons francs, c'est des sujets qu'on discute avec Microsoft. Quand Copilot Studio répond, il n'a pas le même niveau de réponse qu'un Copilot 365 pour la simple et bonne raison que même si c'est le même moteur derrière, ils n'ont pas le même contexte, les mêmes volumes d'informations. Donc on avait un différentiel. Là, ce que nous dit Déclarative, c'est qu'on va avoir la puissance de personnalisation d'un Copilot Studio. Je vulgarise beaucoup, mais globalement, l'idée, c'est la puissance de personnalisation d'un Copilot Studio, même si on peut faire d'autres avec du Teams, donc des workflows, des connecteurs, connectés à des données, utiliser de l'OpenAI, utiliser du Mistral, ce que je veux en fait, et tout ce que vous allez raconter vous derrière, et sauf que celui qui cause, celui qui fait toute la partie LLM, etc., c'est Copilot 365. Okay. Et donc, en personnalisé, et surtout,
Les gens qui l'ont déjà utilisé, quand vous lancez... Il encapsule l'ensemble, mais il reste l'agent conversationnel principal. Et du coup, il templétise même, parce que quand vous lancez, les gens qui ont déjà lancé un Copilot 35, vous arrivez sur cette page de conversation avec des petits carrés qui sont des exemples. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, donc l'exemple que je mettais dans l'image, c'était justement des cas de support, des cas d'IT, de Customer Services. Et en fait, du coup, on va dire, tes cas les plus fréquents, c'est ça, clique ici pour démarrer la conversation. Et alors, pour qu'on comprenne bien, c'est un nouveau produit, une interface. C'est une feature qui permet de faire plus de choses. C'est pas un nouveau produit. C'est une nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité comme celle de faire des plugins, comme celle de faire des generative action dont on a parlé dans des vidéos dédiées. C'est juste un outil de plus dans l'écosystème. Dans Copilot Studio. Dans tout. Dans tout. En fait, c'est l'orchestrateur des chatbots. Je vulgarise fortement. Oui. C'est l'orchestrateur des chatbots des Microsoft 365 qui rajoute cette possibilité-là. Ça n'enlève pas tout ce que j'ai dit avant, les plugins Copilot Studio ou tout ça. On continue à le faire. Tout ça existe en parallèle, mais c'est juste une intégration plus fine entre plus discrète entre le LLM présent derrière du coup, Copilot 365 qui est celui un peu qu'on reconnaît comme le chapeau, le généraliste aujourd'hui, et tout ce qu'il actionnera derrière, c'est ça? Parce que justement, tu vas lui mettre un contexte documentaire particulier et un contexte de plugin et de workflow. On parlait par exemple du Customer Services. Ça veut dire que c'est un salarié qui a accès à toutes les informations des fiches clients. Si tu te dis c'est quelque chose que j'enrichis dans Copilot 365, tu prends le risque qu'un prompt passe dans les mailles du filet et donne des informations clients à un de tes salariés. Là, ce que tu fais, tu crées donc un Copilot, un mini petit frère à Copilot 365 qui fonctionne exactement pareil du point de vue IHM, sauf que tu ne vas l'autoriser, le déployer qu'à ton Customer Services. Et lui, quand il va travailler là-dedans, il va faire Copilot 365 plus, en façon cachée, interaction avec ton SAP, interaction avec ton SRM et action à l'intérieur. Et en plus, tu as un côté un petit peu, le mot un peu cybersécu, c'est-à-dire que tu es sûr et certain qu'il n'y a que les bonnes personnes qui accèdent aux bonnes données. Enfin, de ma position externe, j'essaye de comprendre. Ce que tu me dis aussi, c'est qu'on avait déjà la possibilité de faire des bots différents, c'est le principe de Copilot Studio, intégrer l'antif, mais avec des noms différents, avec du coup des personnalités différentes complètement, parce que tout le Copilot Studio. Là, je vais rester en front sur mon Copilot M365 principal, qui par contre me connaîtra personnellement parce que c'est que moi j'ai accès à mon contexte, à mon contexte, Customer Service, et du coup appellera une spécialisation sans pour autant aller dans un autre bot. Exactement. C'est ça, je viens de comprendre. Voilà. Ce qui n'enlève pas la possibilité de faire du MetaBot avec du Copilot Studio, mais même lui-même, il y a toute cette orchestration. On est sur l'orchestrateur, donc Semantic Index, éventuellement Semantic Search, si tu l'as derrière, qui n'est pas déployé encore chez tout le monde, c'est la différence. Et surtout cette personnalisation de contexte, là où un Copilot 365 va construire une réflexion sur l'intégralité de ton tenant, là tu vas pouvoir la cibler vraiment la cibler, et en termes de plugins, d'accès aux données, d'échanges, de scénarios, et c'est ça qui est super cool, parce que ça nous ouvre le petit truc qui, j'étais encore il y a 2 semaines... Qui donne plus de valeur, déjà à Copilot M365, je trouve, sur l'ultra-personnalisation possible derrière, sans pour autant casser l'expérience de ce bot que tu as dans tout ton écosystème. C'est ça. C'était des visions qu'avait partagé Microsoft l'année dernière, déjà, en fait, tout le long de la build. C'était la promesse ultime de Copilot M365. Et moi, j'attends ce qu'on a vu à la build, c'est que Copilot ne soit plus un agent que tu viens appeler. On l'a vu, ils l'ont montré que c'est un collègue qui participe aux réunions avec toi. Et ça veut dire qu'au lieu d'avoir ton propre Copilot 365 qui est unique par salarié, c'est qu'en fait, ils deviennent un salarié. Moi, je le renommerai en Skynet tout de suite. Mais voilà. D'un point de vue gouvernance, il peut être infernal. Bon, en tout cas, c'était un bon sujet. On va passer parce qu'on y reviendra un petit peu à la fin. En tout cas, il y a des parallèles intéressants avec ce qui se joue côté Azure aujourd'hui et GenAI au global, on va dire, avec les autogens. Mais du coup, super sujet, en effet. C'est le lien avec AutoGen. C'est ce qu'on appelle du coup les copilotes déclaratifs. C'est ça. Déclaratif copilot. C'est ça. Donc on l'a compris, une feature, une intégration plus fine entre notre copilot principal M365 et toute la personnalisation qu'on peut faire derrière par persona de l'écosystème M365. On va passer à notre deuxième sujet, pas du tout avec toi Benjamin, avec toi Kevin, mais tu pourrais presque le faire. C'est des news accessibles. Non, elles sont accessibles. C'est la balle, on la prend tous les deux. Là. Exactement. J'avoue. Moi, je me cache, on n'est pas le couteau. Kevin, alors cette fois, on va pas parler d'NVIDIA. D'habitude, on a un petit contre-pied hardware. On va rester dans le monde OpenAI néanmoins. Tu vas nous expliquer pourquoi
OpenAI désormais croque la pomme aussi. Yes. Alors, la semaine dernière, le 10 juin, il y avait la grande conférence annuelle d'Apple qui s'appelle la Grande Messe, qui s'appelle la WWDC. Donc, c'est l'équivalent de la Build, mais côté Apple. Et du coup, il y avait énormément de rumeurs qui tournaient autour de cet événement-là parce que Apple était jusqu'à présent l'un des derniers GAFAM en fait, à avoir rien annoncé en termes d'IA générative. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs pendant plus d'un an. Tim Cook, le PDG d'Apple, avait teasé en plus en début d'année en disant non mais vous inquiétez pas, 2024 ça va être l'année de l'intelligence artificielle générative. Côté Apple, on a plein de choses à préparer. Ouais. Donc ils font leur conférence. C'est fou, hein, c'est qu'aujourd'hui t'es un loser si t'es pas encore positionné sur l'IA. Et surtout ils passaient après les annonces de Microsoft, de Google, de Meta. Ouais. Donc du coup ils étaient là, donc tout le monde attendait un peu l'événement. Et du coup ils ont fait une vidéo de parcours. C'est ça. De la en fait ce qui était vachement intéressant, c'est que l'événement est duré 2 heures. 2 heures de plaisir pour toi. Moi j'adorais. et du coup, en fait, ils ont fait exprès d'omettre le mot intelligence artificielle pendant tous les 2 tiers de la présentation, alors qu'ils présentaient que des trucs d'IA, de reconnaissance d'écriture, etc. Et ils ont gardé leur dernière news d'IA générative. À ce moment-là, ils ont balancé IA, je ne sais pas combien de fois. Et du coup, leur vision, ils l'appellent Apple Intelligence. Wow. Donc, voilà. Ils ont pris le AI artificial, ils l'ont appelé en Apple Intelligence. Donc en marketing, ils sont brillants. Ils ont osé. Et par contre, leur vision, elle est ultra intéressante parce que Apple milite depuis pas mal d'années en fait sur le côté privé des données, où ils ont pris pas mal de positions avec le gouvernement américain, etc., pour absolument pas mettre des backdoors au niveau de son OS. Ils ont d'ailleurs souvent refusé l'accès au FBI, à la police, etc., pour les enquêtes, c'est ça. Et pour ceux qui ont perdu leur mot de passe d'un compte Apple, c'est une galère pour en retrouver, c'est ultra compliqué. Donc là, eux, leur vision, c'est quoi? C'est que ils veulent que toutes les requêtes d'IA génératif tournent au maximum en local sur le téléphone ou sur leurs appareils. Ouais. Donc, un peu contre-pied, en fait. C'est ça. En fait, c'est un peu ce que Microsoft a poussé aussi sur Copilot avec la build, là, donc les SLM, les fameux petits modèles que tu peux déployer en local. Particularité côté Apple, c'est qu'eux, ils disent vraiment explicitement LLM, donc ils disent pas que ce sont des SLM. Donc ils disent que c'est des ils disent LLM. Ils disent que ce sont des LLM qui tournent localement sur leur téléphone. Après, c'est sur tous les téléphones. Alors justement, sauf l'iPhone 4. Sur l'iPhone 42 et 43. La condition déjà pour que ça puisse tourner localement, c'est que c'est un appareil qui a les dernières puces Apple et 8 Go de RAM minimum. Donc oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des téléphones qui ont 8 Go de RAM alors que j'ai des clients qui ont des PC de 8 Go de RAM. C'est ça. Et en fait, ça veut dire que ça montre un truc, c'est qu'ils disent LLM parce que c'est peut-être du LLM, mais qu'à un moment, il ne sera pas adapté sur tous les téléphones. Alors justement, en fait, ils disent que Apple, depuis des années, a déjà des NPU, ces petites puces qui sont vraiment spécialisées pour le traitement de l'IA. Sauf qu'avec les 8 Go de RAM, ça limite vachement, donc c'est que les iPhone 15 Pro en fait, qui sont compatibles, et tous leurs PC, enfin tous leurs ordinateurs et tablettes qui ont leur dernière puce M dont je parlais déjà pendant les précédentes émissions. Du coup, ça, c'est la première condition. Ensuite, là où c'est intéressant, ils sont d'accord pour dire qu'il y a des traitements plus complexes que l'appareil ne pourra pas traiter localement et il aura besoin de LLM beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués. Et donc là, ils ont fait du moins Apple, ils ont fait leurs propres infrastructures cloud, qui est un espèce d'hybride entre un OS d'iPhone et de Mac avec leur puce maison. Et ils appellent ça des private cloud compute. Donc en fait, c'est un morceau de leur infrastructure qui est lié d'un point de vue algorithmique à ton téléphone. Donc en fait, ils étendent. C'est ça. En fait, ils étendent le côté privé de ton téléphone dans leur cloud à eux. Et du coup, si ton téléphone n'est pas reconnu, si la signature n'est pas reconnue sur un serveur, la requête ne s'exécute pas. Donc c'est ça, c'est leur puissance déportée, quoi. C'est de la puissance déportée. C'est comme si ton téléphone, tu avais un morceau de ton téléphone dans le cloud d'Apple. Et du coup, là où c'est intéressant, ils disent qu'ils ne stockent rien. Donc en fait, ils suppriment absolument tout. Et pour tout dire, leurs serveurs ne sont pas équipés de disques durs ou de SSD. En fait, tout se fait dans la RAM, ça disparaît. C'est instantané, ça disparaît, ça revient. Et ils ouvrent même à des experts et à des sociétés tiers de venir auditer leurs serveurs et de tester. Donc, ils sont complètement ouverts là-dessus. Et pour des choses qui ne sont pas capables d'être gérées par leur LLM, et ben c'est là où le partenaire avec OpenAI intervient. C'est que du coup, cette requête est envoyée à OpenAI à condition que l'utilisateur accepte explicitement sur le téléphone qui veut bien que ces données-là partent côté OpenAI. Alors du coup, là ça sort. Oui. Donc tu as un LLM made in Apple quand même, c'est ça l'info. Ouais, déjà. Qui a un nom? Plusieurs LLM. Non, ils appellent ça Apple Intelligence. Voilà. Du coup, en quoi le LLM est hébergé sur... Alors, en fait, ils ont déployé à peu près 200 en fait,
80% des requêtes, C'est ça. c'est ce que je viens de comprendre, hein, de normal, en gros, c'est un LLM déployé localement qui va les jouer, qui Plusieurs. va te répondre. Plusieurs LLM. Par contre, sur des tâches plus complexes où tu aurais besoin des derniers modèles, De plus de sur puissance. le tout traitement de simplement. l'image ou je ne sais pas quoi, par exemple, là, tu as un lien cloud qui te permet de demander l'accès à ce super service, qui est lui basé sur OpenAI, qui n'est pas... Non, je suis Non, tout tout à en fait, intermédiaire, c'est T'en ça. as trois. En fait, Ah. t'as Ça retient un Ouais, truc. ouais, T'as localement, t'as un maximum de choses qui tournent sur ton téléphone. Ok. D'accord? Génération de texte, résumé des mails, tout ça, c'est Step sur 2, le j'ai téléphone. pas assez de mémoire. C'est du LLM. C'est du LLM. Ok. Donc, ils en ont plein de petits LLM. Peut-être que c'est le deuxième schéma. Enfin, Antoine. plein de petits LM, donc oui, c'est des SLM, ils veulent juste Ils pas disent- dire le nom, c'est c'est ça, marketing. je pense. Non, Je pense. soyons Pour moi, d'accord, c'est des SLM. c'est Pour du moi, marketing. logiquement, c'est c'est des plus petits. C'est ce moins qu'on de voit avec paramètres. Small, c'est c'est ça. des SLM spécialisés C'est ça. Oui, bah voilà. Voilà. par Que- fonctionnalité. Parce que la définition d'un SLM, c'est une Small. spécialisation Small, c'est ça. de LLM. Donc, Alors, c'est Oh. aussi lié par rapport Au nombre de paramètres aussi. Oui, au volume de paramètres, Oui, la c'est taille ça. des Dans leur paramètres, papier de où on recherche- dit que finalement, sur des tâches spécialisées, tu n'as pas besoin d'un large Dans language leur model, papier. mais d'un small. En fait, je pense Ouais, qu'ils c'est ça, ils jouent un peu sur les mots, parce que dans leur papier, ils disent que ce sont quand même des modèles de 7 milliards de paramètres. Donc, c'est un Mais donc, peu tu aurais gros des pour du modèles, SLM. tu aurais plusieurs modèles de 7 milliards de paramètres installés sur ton Qui téléphone tournent sur en le local. téléphone. 7 c'est ça. milliards, c'est ce qu'on avait quand on a démarré du coup avec OpenAI. C'est ça. Donc, Ok. c'est quand même pas mal. Donc, même pas t'en as pas mal qui tournent Ok. comme ça sur le téléphone. Supposons que le téléphone dit écoute, je peux pas traiter, j'ai pas assez de Pas puissance. assez de puissance. Il envoie ça côté serveur Apple. Oui. D'accord? Cloud, privé. Il y a des LLM maison qui sont conçus pour diverses tâches. Supposons que ces LLM là, Et là, ils demandent l'accès Non, ça, c'est automatique, c'est Apple, Par c'est contre, le- pour Internet. il faut Internet. Tout à fait. sur un téléphone. Ouais. Ça Voilà. se passe plutôt bien. Là. Si jamais les LLM d'Apple ne sont pas faits pour ça, Et on a D'accord. des exemples. Non, c'est pas. c'est peut-être ils sont pas très précis Ouais. là-dessus. Donc supposons que les LLM d'Apple ne sont pas élaborés Ok. pour ça, et ben du coup il va dire à l'utilisateur je peux demander à ChatGPT, donc la Oui. version 4o, Ok. est-ce que tu es OK pour que j'envoie ton prompt avec ce texte-là, Ah, ou ok. est-ce que tu es OK que j'envoie cette image-là? Et du coup, l'utilisateur doit explicitement accepter à chaque fois en appuyant OK, j'envoie, donc c'est une décision Ouais. volontaire, pour que ça parte côté Manuel. OpenAI. Et du coup, Apple, le partenariat qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont la garantie d'utiliser du 4o, du ChatGPT 4o à chaque fois. Ils ont fait signer OpenAI dans le partenariat que les données ne sont pas stockées. Donc, côté OpenAI, OpenAI, il y c'est a rien jeté de- à la poubelle, donc c'est un engagement qu'ils ont pris. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte OpenAI pour que ça fonctionne. Par contre, si tu as une licence privée tu sais, payante de OpenAI, tu peux renseigner ce compte-là Et dans ton donc, C'est téléphone quoi l'intérêt C'est- d'en avoir pour une avoir des fonctionnalités en Donc plus. ça part côté Mettez une OpenAI, unité en hébergé chez OpenAI, Chez OpenAI. donc dans Azure. Donc dans Azure. Ok. Donc dans Azure. Il avait juste- Et, Oh, je dis ça, je dis rien. Ce qui Donc m'ont- c'est une news Microsoft finalement. C'est exactement. tu reboucles en fait Non, à mais l'intérieur, c'est ça. c'est ce qui est incroyable. Enfin, quand tu vois que OpenAI comprend, Partout. est en monopole, presque à part, enfin, tu as l'AMA 2 qui essaye de se positionner, un peu les Français, mais enfin, Apple, le principal concurrent hardware historique de Microsoft, etc., finit, C'est là où il y a un petit twist quand même dans l'histoire. non, mais finit quand même par proposer en service OpenAI, alors, il se veut indépendant, mais qui est complètement dans une Il propose un infra-Azure. service Non, Microsoft. c'est là où il y a un petit twist parce que du coup, même dans leur conférence, ils disent pour tous ceux dont on n'est pas capable de répondre, on a préféré choisir le meilleur modèle sur le marché aujourd'hui, ChatGPT. Ok. Par contre, ils ont dit qu'on fera venir d'autres modèles ultérieurement. Donc, je sais qu'ils sont en discussion avec Google, par exemple, avec leur modèle Gemini. Ouais. En fait, la vision qu'ils auraient, en tout cas, moi, c'est ma supposition, on verra dans quelques mois, c'est qu'ils vont traiter en fait tes différents modèles de LLM en fait Ouais. à la manière de ton moteur de recherche sur ton navigateur web. Mmh. Sur ton Sur le navigateur, meilleur, voilà. Sur ton navigateur web, tu peux choisir, tu as Google par le défaut, choix, par exemple, tu peux ouais. choisir Bing, tu peux choisir plein d'autres ouais, moteurs de tu recherche. pourrais avoir le choix dans le. Exactement. En fait, choisir en fait finalement à quelle société tu veux envoyer pour les requêtes qui sont pas Mais en fait, capables. c'est comme le. En fait, quand ça va devenir tellement naturel l'IA que comme tu as un paramétrage de ouvrir quel lien avec quel navigateur, Exactement. tu vas ouvrir quel prompt avec quel IA. En fait, ça va devenir C'est complètement un peu naturel. le même J'ai- principe. J'ai une dernière question et tu auras peut-être le recommandé ou le petit truc comme Peut-être. ça. Est-ce que ce sont eux qui poussent la demande? C'est-à-dire que quand à un moment la limite est atteinte, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils testent avec leur propre modèle, d'après toi, et à un moment ils voient qu'ils n'arrivent pas à répondre ou que toi tu n'es pas satisfait de la réponse et c'est là qu'ils proposent de basculer sur le modèle tierce? Ou Ils ont c'est clair montré, en termes d'expérience? Non, ils ont montré deux. En fait, apparemment, tu as des petits algorithmes qui tournent et ils savent très bien ce qu'ils sont capables de traiter, pas D'accord. traiter à partir de Il y a quand ils peut-être un envoient. pré-filtre en disant C'est ça. ça, c'est pas là qu'on Et est les sur, meilleurs. Des tailles de tokens. Ce genre. Là où sur Mac et iPad, où tu as une interface qui est un peu plus riche, en fait, Ouais. et ben, tu peux choisir dès le départ, en fait, si tu veux plutôt utiliser la génération de texte proposée par GPT-4o Ok. ou génération d'images. Et en fait, mais c'est l'utilisateur qui doit explicitement appuyer dessus. Donc, ils veulent bien faire comprendre que tu sors de l'écosystème d'Apple, en fait, à chaque fois.
Donc, quelque part, ça les déresponsabilise parce qu'on sait que des fois, ChatGPT peut halluciner. Ouais. Donc, ça les déresponsabilise en disant s'il a répondu des choses un peu pourries, c'est pas moi, c'est GPT. Bon, j'aime beaucoup cette news parce que, enfin, elle est assez symbolique malgré tout. Hein, depuis la grosse année et demie qu'on a vécu dans le monde des symptomatiques de la GenAI, on attendait beaucoup Apple d'un point de vue positionnement, image d'entreprise. Et qu'est-ce qu'allait faire Apple mais comme d'ailleurs, qu'est-ce que fait Tesla aujourd'hui, hein, qui revient un petit peu. Je crois, il n'y a pas un sujet qu'ils n'autoriseront plus les iPhones du coup. Ouais. Dans les Tesla parce que... Non, pas les iPhones et les Tesla. En fait, ils ont dit que... le tweet, il est un peu lunaire de Elon Musk là-dessus. Bon. Ouais, il avait dit si ChatGPT est intégré au niveau de l'OS, j'interdirai à tous mes employés d'utiliser des appareils Apple parce que c'est une grosse faille de sécurité. Alors que dans leur conf, ce qu'ils disent, c'est que non, c'est pas du tout intégré dans l'OS. Ouais. Bon, non, ça appelle. Ça montre quand même l'impact de ces choix de positionnement et donc que c'est pour ça que je faisais le twist de la fin, c'est on finit sur de l'infra Azure et c'est ça qui est drôle, façon de parler. Alors il y a déjà eu des collaborations de ce type entre Apple et Microsoft ou Google et Microsoft sur la suite M365 dispo dans Android. Ça existe, c'est pas nouveau, mais ça montre bien le monopole d'une part d'OpenAI, des infra Azure de l'autre, et le fait que la superpuissance que l'on sait pas faire pour la plupart des sociétés, elle est là-bas, elle est chez OpenAI. En fait, la question que j'ai envie de me dire, c'est est-ce qu'ils n'avaient pas le choix en fait? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous voulez proposer un service à ce niveau-là, en fait, donc soit ils sont en retard et ils préparent une dinguerie, mais c'est-à-dire qu'ils se mettent un an, ou alors ils se disent on est obligé de proposer ça. Je pense que c'est un peu de tout. Je pense aussi qu'en termes de puissance de frappe sur la partie infrastructure, ils sont à des années-lumière. En fait, par rapport à un Microsoft qui fait ça en fait depuis des années, enfin les infrastructures Azure, elles sont un peu partout déjà. Un Apple, de par ses choix en fait, leur positionnement, c'est pas ça. Mais c'est pas l'infra. Du coup. Sachant qu'il y a quelques années, une quinzaine d'années auparavant, Apple s'était lancé dans le marché de l'infrastructure pour les entreprises et ça n'a jamais vraiment pris en fait. Mais en fait, j'ai plus le chiffre et c'est dommage, je viens de le perdre, j'ai un trou de mémoire. Microsoft avait publié le volume de données quotidiennes qui grossit dans Azure. Même vertigineux, le mot est faible. Et en fait, à quoi elle sert cette info que je viens de donner, juste à part dire Microsoft c'est plus beau? Ça répond à la puissance de frappe qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu vois les milliards de données, c'est un chiffre de fou, et tu dis les serveurs grossissent, donc ils ont une puissance de calcul. Gagner des parts de marché cloud. Un partenariat comme ça, c'est quand même énorme. Et tous les iPhones du monde qui vont tourner sur une partie là-dessus. Que Satya disait quand il avait pris ses fonctions en tant que PDG dans le bouquin Eat Free Fresh que je conseille. Et il disait en fait, peu importe si Microsoft n'est pas forcément leader partout, il faut que Microsoft soit partout dans les discussions. Et du coup, il y est même que j'étais chez Apple au final, indirectement. Je vais fermer cette news. Oh là là. Je ferme, en tout cas, super intéressant, Kevin. Voilà, on a parlé un peu d'Apple, mais pour des bonnes raisons, et on t'en veut pas. On n'a pas trop. Mon dernier iPhone, c'était l'iPhone 4, mais... C'est ça. Et on a toujours dit qu'on était fortement influencé par l'écosystème Microsoft. Mais comme on n'a pas de Windows. Bien évidemment. On passe à la 4e news, du coup, 3e news. Benjamin, déjà, on est seulement à la 3e news, plutôt. Power BI pour le meilleur et le Moi, ça va être très rapide, parce que ce mois-ci, c'est un peu moins passé. Voilà. Donc nous, on a les mêmes problématiques que les utilisateurs low-code, parce que Power BI reste un peu dans la même tendance, est dans la même tendance. On ne sait pas où on sait mal versionner et on ne sait pas où on sait mal collaborer. Un problème qu'on a ici dans l'équipe, on le voit très bien quand je travaille avec des consultants. On ne peut pas travailler à plusieurs sur un Power BI, c'est un problème. Il y en a un qui va publier un truc, ça va écraser celui de l'autre, ils ne se sont pas mis d'accord. Les problématiques que les développeurs ont déjà solutionnées il y a 10 ans. Il y a eu l'arrivée de Git, l'intégration de Git dans les espaces de travail pour les premiums ou les fabriques. Pas bien, mais versionner quelque chose, pour versionner quelque chose, il faut un langage derrière. On avait déjà parlé ici des TMDL. Dans le bon ordre. Voilà, pas TDLM, TMDL, qui est le langage qu'on a derrière le jeu de données. Ok, pas un truc qui est super simple non plus, mais au moins ça se versionne. On a eu ensuite, on est en mode, c'est bien, mais maintenant côté reporting en tant que tel, on a besoin de quelque chose. On a donc quelque chose qui est sorti, qui s'appelle le PBIR, pas pourquoi, et qui en fait du JSON.
Ah, Tout simplement. je m'attendais pas à une chute. La chute. Désolé. Du JSON, J'ai d'accord. essayé de vous vendre du rêve, j'ai fait tout le truc autour. Ouais, c'était bien vendu. Le contexte, là, il t'amène sur le truc. Ah, Et, j'avoue, Non, mais en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà, mais qui est de plus en plus structuré. Oui, ça reste. On a de plus en plus de dossiers. On va avoir des dossiers à l'intérieur de nos rapports sous format de langage. Donc, on a des dossiers j'ai plus tout le détail, mais des custom visual. On va avoir le dossier pour tout ce qui est visualisation. Donc, oui, on va commencer à pouvoir travailler à plusieurs. Non, je le vois pas comme pour toi. Je ne vois pas un dev ouvrir le truc et dev avec son notepad ou son VS Code. À l'heure c'est pas actuelle, ça le sujet. j'ai pas le truc comme ça. Par contre, on a besoin de versionner, on a besoin de travailler à plusieurs. Maintenant, s'il y en a un qui modifie, l'autre va pouvoir voir sa modification, va pouvoir Alors, merger et ça va être moi, j'ai bien une question intégré d'un point de vue compétence. Ouais. Zone. Développement. Ouais. Des équipes qui font du Power BI, plutôt vision low-code pour beaucoup. Qui va aller manipuler le JSON? Et en quoi ça va t'aider à travailler à plusieurs? Alors, pour moi, de mon avis, personne va aller manipuler le JSON. Ok. On sait juste Tu qu'il vas il manipuler- existe. Tu vas manipuler le JSON via ton Power BI desktop comme avant. C'est juste qu'avant, quand tu cliquais tu déplaçais ton visuel pour le mettre à droite, Ok. il changeait donc d'axe, d'ordonnées, d'abscisse, il changeait de place. Tu ne le voyais pas. Maintenant, ça change dans le code. Donc, ça se versionne. C'est ça la différence. D'accord. Hmm. Et pour y répondre à une question qui est dans le chat C'est pour le côté de quelqu'un qui vient de historisation. passer sa DP600 et que je félicite, qui est la certification Microsoft sur la Microsoft Fabric, quelle est la différence entre le PBIP, Power BI Project, et le PBIR? Le PBIR est la partie rapport du PBIP. PBIP englobe le TMDL et le PBIR. Je cherche en termes de poupée russe là. Est-ce que tu as le formulaire rose et le formulaire 38 Non, bleu mais j'ai la Par contre, moi, si je veux te dire et te répondre au sujet qui va utiliser ce code, et c'est la même réponse Oui. chez toi et pour chez moi, et on l'a vu à la build, Copilot. Potentiellement. En fait, le fait qu'on a ce langage de code, on a vu les Microsoft nous faire de démos des IA qui créent des plugins, qui créent des rapports, qui créent des Oui. applis. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'amusent pas à déplacer les boutons super vite. Elle manipule. Elle manipule ce logique, code. oui. Et en fait, celui qui va utiliser la puissance du code, que ça soit dans la Power Plat ou... Alors, Power BI fait partie de la Power Platform. En fait, Et un c'est élément central. l'IA et Copilot qui va vraiment le Alors, plus bénéficier de ça. J'adore cette explication. Romain. Ouais, mais en Et elle est fait, certainement très vraie. Et du coup, tu as raison. Enfin, Et il y a déjà tu viens de Copilot me dans faire Power réaliser BI, que ouais. il y a Et- Copilot dans Power BI, mais on est sur du LLM. Un LLM comprend le langage en entrée et en sortie. Est-ce que ça va être Et que du mieux coup, il va pas lire, comme tu le dis, le Copilot, ton interface Power BI globalement pour déplacer les objets en mode drag and drop. Il sait pas faire ça. C'est un LLM. Mais il va Par manipuler contre, le il va JSON, très bien comprendre Ouais. le JSON qui structure toute Ouais. ton interface derrière, qui est certainement ce qu'il y a depuis toujours, mais Oui. qu'on rend accessible maintenant, je pense, finalement, et super explication. Voilà. Du coup, ça Non, va être mais le nouveau par défaut pour Power BI ou c'est Alors toi qui non, vas parce qu'il y choisir a encore, c'est en preview, il y a il y a des limitations. J'ai lu de la limitation qui quand même m'embête un peu quand même Ce aussi. serait quand même marrant de mettre quelqu'un en pure dev sur un développement On a de déjà rapport, essayé, non mais c'est depuis pas le marrant. langage, et voir à quel résultat il arrive côté Tu veux le front. finir. Non, Ça mais va tu tuer sais, le dev, hein. Parce en qu'on va aller test. beaucoup plus vite en cliquant sur des boutons. Non, quand mais même. pour comparer, si depuis finalement l'expérience développement, Mm. tu arrives à visualiser le rapport que tu es en train de créer Si je me facilement. trompe pas, parce que ça fait longtemps, mais JSON, c'est pas vraiment plus un langage, c'est comme du CSV un peu Ouais, plus c'est élaboré. c'est rangé quoi. Donc la personne, elle Sois va... poli avec les c'est développeurs pas- JSON. Hein. Enfin, un Tu langage. développes vraiment du JSON? Non, je pense pas. Fais attention dans la Pardon, douche. pardon. Et juste pour finir, il y a quand même à l'heure actuelle des limitations. Si vous publiez un PBIP, c'est ça, c'est un Power BI Project, à l'heure actuelle, on peut pas le télécharger, par exemple, en online. Ok. Donc une fois que je l'ai publié, si je veux le récupérer, bah, il faut qu'il soit stocké quelque part ailleurs parce que je peux pas le récupérer via la plateforme online. Ok. Bon, il y a certaines petites limitations qui sont vouées à changer parce qu'ils parlent que, enfin, on va vraiment vers ça parce que on le voit et nos clients nous parlent de Git, ils sont très intéressés, ça marche plutôt bien et donc on va vraiment vers ça. Ok. Donc les limitations devraient sauter. Super. Pareil. Donc, info importante. Info On important comprend pour, l'impact derrière. Merci Romain pour cette éclaircie dans le discours de Benjamin. Tu sais que c'était calculé. En vrai. Non, mais en tout cas, très intéressant. Donc, le PBIR, nouveau nouvelle format, Je qui crois qu'ils permet disent ça, ouais. l'exploitation de la structure d'un rapport Power BI sous forme de langage La JSON. partie visuelle. Du coup, la partie Je visuelle. crois qu'on a toujours le Et dont on TMD. comprend qu'au-delà de permettre l'historisation du coup Le de tes versionning. modifications, donc le versionning qui était déjà introduit en logique avec Exact. l'arrivée de Git, ça permet certainement aussi à Microsoft de mieux manipuler
du coup ton rapport Power BI via les LLM, ce qui est en train d'arriver avec toute la suite Copilot. Voilà, et vu qu'on a Copilot. J'ai une dernière question que je me posais sur le sujet, c'est Power BI d'un point de vue positionnement produit aujourd'hui, ça fait partie de Fabric ou de la Power Platform? Fabric. Les deux, mon capitaine. Moi, je te dis les deux. Les deux. T'es pas tranché. En fait, non, mais ça fait partie des deux, parce que mais je pense, à terme, c'est Fabric, parce qu'ils ont... Alors, moi, je vais te répondre de mon point de vue. Pour moi, il y a le Power BI que voit Benjamin, qui est celui de Fabric. Moi, je pense qu'en tout cas, pour un moment, il y aura un autre Power BI qui est celui des Citizen Developers. Et lui, je ne sais pas s'il va être intégré complètement dans Fabric, ou si pour pas leur faire peur, on le garde à côté. Sachant que si tu fais bien ton travail, c'est pas Fabric en fait, ça peut rester que Power BI. Ouais, Romain, il a un argument supplémentaire, il a un hoodie avec le logo Power BI sur Power Platform. Je pense qu'il plie un peu le débat pour l'instant. T'as pas été à la fin, il a gagné, t'as pas ton hoodie. Non, en vrai, moi, le vrai truc à regarder, c'est il y a un sujet Citizen Dev, et en fait, qu'est-ce qu'on fait du Citizen Dev sur la partie Power BI? Est-ce qu'on ose le faire rentrer dans Fabric ou pas? C'est moi une vraie question que je me pose. Pour beaucoup d'usages, non, il rentrera jamais. Et comme il rentre pas forcément sur la Power Plat, il y a plein de gens que je forme à Power BI, jamais entendu parler de Power Apps ou Power Automate parce que c'est pas ouvert autant que Power BI par exemple. Donc c'est. On va passer à notre 4e news, messieurs. Je vous coupe parce que le temps passe. Yes, je vais faire vite pour celle-là. Petite news, oui, c'est une semaine importante, notamment parce que Copilot plus PC, c'est maintenant. Kevin. Donc, pour rappel, Microsoft, quand derrière le Copilot plus PC, Copilot plus PC, c'est un cahier des charges qui est ultra strict, donc qui est ouvert à d'autres constructeurs, qui doit intégrer obligatoirement un NPU qui a une puissance de 45 TOPS. Donc, ça veut rien dire comme ça, c'est juste une unité de mesure pour puissance intelligence artificielle, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD minimum. Donc ça, c'est un cahier des charges. Microsoft a fait des annonces un peu avant la build. Donc mardi, on est jeudi aujourd'hui. Donc avant-hier, ça a été le lancement officiel de ces ordinateurs-là. Il l'avait annoncé à la build. Ils nous en avaient parlé. Donc ils ont été attendus au tournant sur pas mal de choses. Déjà au niveau des performances, parce que c'est pas leur premier coup avec des puces ARM, parce qu'ils l'ont fait déjà il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a même 10 ans. Oui, ils ont fait le Copilot PC. À ne pas confondre avec le Microsoft Plus. Oui, c'est ça. Et du coup, ils avaient floppé toutes ces années-là, donc ils étaient attendus au tournant sur la performance, notamment sur l'émulation aussi de logiciels qui ne sont pas encore compatibles. Tu parles donc de la performance de l'ordinateur. C'est ça, du tout court, de l'ordinateur tout court. Avant même de parler d'IA, est-ce qu'il fonctionne déjà ton ordinateur? Est-ce que quand je lance 3 Excel... Est-ce que déjà il lance Excel? C'était un peu ça les attentes. Donc ils sont au niveau de la hauteur de la hype, ils ont rattrapé un peu Apple en termes de performance sur certaines machines. Donc ça c'est très bien, tout le monde est agréablement surpris, notamment sur la batterie, etc. Une autre fonctionnalité qui a été très attendue, c'était les cas d'usage que ça a débloqué en termes d'intelligence artificielle, notamment la fonctionnalité Recall. Si vous vous souvenez, c'est une IA. Si vous vous souvenez. Rappel. Ah ouais. C'est ça. Il est fort. Ouais. Alors, et du coup, la fonctionnalité, c'était quoi? C'était une IA, donc un SLM qui tourne localement, qui te fait son propre sémantique index et qui sauvegarde tout ce qui se passe sur ton ordinateur par le biais de capture d'écran, un peu plus élaboré. Des snapshots un peu. De snapshots. Ouais. Et du coup, tu peux remonter. Recette marmiton. C'est ça. Et tu peux remonter dans le temps, en fait, comme ça, sur ton PC, et demander en langage naturel, par exemple. J'ai lu un article sur Power BI qui parlait de PBIR. C'est ça. C'est ça. Et du coup, il te retrouve en fait ça parce qu'il comprend en fait en gros, c'est comme si tu avais une sauvegarde un peu de ce que tu fais sur ton ordinateur. Ton exemple est très bon. Moi, je perds tellement de temps des fois à chercher un article dans mon historique que j'ai organisé. Et là, tu demandes en langage naturel et il va chercher partout. Par contre, quand ça avait été annoncé par Microsoft, donc moi je trouvais ça impressionnant, ça a un peu défrayé la chronique parce qu'ils ont dit attends, ça veut dire qu'ils sauvegardent absolument tout, mais si est-ce que c'est dans les serveurs de Microsoft? Donc Microsoft a dit non, c'est vraiment tout traité localement, c'est pour ça qu'on a. C'est pour ça qu'il faut 3 disques durs. C'est pour ça qu'il faut autant de stockage, etc. Ok, mais si jamais on pirate mon PC, qu'est-ce qui se passe? C'est mort. Et du coup, en fait, Microsoft, en termes de communication, ils sont un peu maladroits, ou peut-être ils sont allés un peu trop vite. Après, ils ont fait un autre communiqué en disant non, mais vous inquiétez pas, c'est traité localement et c'est chiffré. Ok. Ça n'a pas rassuré, ils ont dit ouais, mais je suis toujours pas à l'aise. Oui, mais tu peux le désactiver si tu veux ou tu peux changer la fréquence. Et tu peux même si tu veux le désactiver par défaut. En fait, il y avait tellement de malentendus ou de peur autour de ça. Microsoft, ils ont fait très simple, ils ont dit écoutez, on va lancer les PC mardi, il n'y aura pas la fonctionnalité. Elle viendra plus tard. C'est magnifique, toi tu la veux, voilà. Non. Elle viendra plus tard sous la forme d'une mise à jour. Ouais. Mais sans plus de date pour l'instant. Le point de la sécurité est intéressant. Ça veut dire qu'en effet, si demain tu pars là du bureau, tu laisses ton PC ouvert.
Très mauvaise pratique, on est d'accord, mais on le voit tous les jours. Donc tu laisses pour aller prendre ton café, ça reste ouvert. Le recall, tu peux y accéder comme ça dans le PC, comme un bateau historique Edge. Comme ta recherche. Comme ta recherche. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est quand même un vrai problème. C'est ça. Comme ta recherche. Après, je pense que c'est pour ça que la Microsoft va prendre un peu son temps pour déjà faudrait que tu aies au moins un Windows Hello qui te permette de le débloquer. T'as Windows Hello, mais après, si tu verrouilles pas ton PC et qu'en plus tu as dit que. Non, mais un Windows Hello spécifique au recall. Mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Exprès l'idiot, hein, mais à partir du moment où on a accès à ton PC déverrouillé, recall, c'est le dernier de tes mais soucis. tu sais pas ce que j'ai fait sur mon PC. Non, mais recall, c'est. Non, mais je suis pas d'accord. T'as regardé ton compte en banque. Entre avoir l'historique qui dit juste t'as regardé ton compte en banque et là, il va garder voir le screenshot de ton compte en banque. Il va garder le contenu de la page. Bah, oui, parce qu'il screenshot. C'est ça que tu peux expliquer aux gens. Il screenshot ce que t'as vu. Ça te permet de revoir la. C'est vraiment une photo à chaque fois de ce que tu fais sur ton ordinateur. Alors, du coup, pour un peu vulgariser pour ceux qui font exprès l'idiot. Peut-on dire qu'en permanence, notre ordinateur est une télé-réalité à sauvegarde illimitée? C'est un peu ça. Parce que tu fais des trucs de télé-réalité. Ça screenshot au format plat où ça te permet de retrouver la page en la réouvrant. En fait, ça réouvre tout. C'est comme si tu remontais vraiment le temps sur ton PC, quoi. Et c'est ouf, c'est ouf, mais c'est archi flippant. Donc la différence, pour bien comprendre, c'est avant, quand tu retrouvais l'historique, par exemple, du site de compte en banque, tu cliques dessus, il faisait un appel Internet pour recharger la page. Là, on va dire qu'il va le faire en offline. Il le fait localement sur ton PC. Donc, sans Internet, il te réouvre des pages. En fait, il ne te demande pas le login mot de passe de ton compte en banque, potentiellement. C'est ça où ils n'ont pas été clairs. En fait, ils n'ont pas été clairs là-dessus. L'autre sujet aussi, c'est que mine de rien, ces sujets d'IA générative, de langage naturel, etc., ça explose vraiment depuis vraiment 1 an, 2 ans, tu vois. Et du coup, depuis 1 an, 2 ans, ce qu'on dit, c'est que c'est des modèles qui sont ultra puissants, ça a besoin d'infrastructures ultra costauds, etc. Et là, ils te sortent des Copilot Plus PC où on te dit que ça va tourner localement. Donc, en fait, rien que le fait de comprendre déjà que tu n'as rien qui quitte ton PC et que tout est exécuté localement avec VP, je pense que tout le monde n'a pas compris ça. Donc, tu vois, au niveau de la communication, mais attends, mais Copilot, c'était Bing avant, tu vois, c'était Bing Recherche, mais quand je tapais des trucs, ça partait côté Microsoft. Et maintenant, mon PC, il va tout enregistrer. Enfin, il y a eu pas mal de confusion. Tu vois, sur le marché, je pense que c'est nouveau, tu vois, mine de rien, ces concepts-là pour le grand public. Parce que pour des techs, on va dire, enthousiastes, les NPU et tout, ça existe déjà depuis plus de 10 ans, tu vois. Mais pour le grand public, vu comment ça a été médiatisé, moi, je trouve ça hyper puissant. Pour le coup, moi, je fais partie de ceux, comme tu dis, très désorganisés. Et du coup, je passe mon temps à me dire, j'avais vu un truc, et à trouver le mot-clé pour le rechercher dans l'historique. Après, on est en train de parler vraiment que du cas du mon ordinateur est déverrouillé et accessible. Parce que le côté bitlocage, normalement, on sait que tout le monde ne le fait pas, surtout dans les particuliers, mais tout ordinateur doit être bitlocké, c'est-à-dire crypté. Et aujourd'hui, le bitlocage, ça fait partie des plus grosses normes de sécurité. Donc, en fait, le vrai problème, il est juste, j'ai eu la flemme de verrouiller mon PC, qu'est-ce qui se passe? Parce que même, on m'a volé mon ordinateur, s'il est bitlocké, l'histoire, ton recall, il inquiète personne en fait. Donc là, c'est dommage. Donc c'est pas sorti mais mardi. Ça va arriver sous la forme de mise à jour. Et je trouve que c'est un cas d'usage qui est ultra intéressant. C'est une belle application, je trouve, de l'IA-Gen dans ce cas-là. Après, les autres fonctionnalités, par contre, génération d'images, traduction en temps réel, sous-titres en temps réel, tout ça, c'est déjà disponible. Et voilà, c'est cool. Donc c'est une nouvelle ère en fait qui se lance côté Microsoft et ils reviennent avec un écosystème. On a enfin accès au Copilot plus PC. C'est ça, depuis mardi. Et ça a l'air de fonctionner. Donc c'est la bonne nouvelle. C'est ça. On va passer à notre dernière news. Sur la partie, on va rester bien évidemment sur le thème de l'IA. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle AutoGen. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Oui. Oui, on en a entendu parler. Je suis fortement lié, moi. On en a discuté aussi ensemble, bien évidemment. Donc, AutoGen, je vais essayer de vous expliquer simplement. Alors, il y a AutoGen et surtout, pourquoi on en parle cette semaine, c'est qu'il y a l'arrivée de quelque chose qui s'appelle AutoGen Studio. AutoGen, c'est quelque chose, donc c'est un framework open source important. Ça a été publié par Microsoft Research, en septembre dernier. Et ça avait beaucoup fait parler de lui parce que le principe est de pouvoir orchestrer des LLM qui communiquent entre eux. Globalement, qui vont pouvoir mener une série d'actions entre eux. Donc aujourd'hui, on sait qu'un LLM permet d'appeler un SI, une database, lancer un workflow, etc. Par contre, là, le principe de l'AutoGen montre comment je peux avoir globalement 2 bots, pour résumer, qui vont se parler avec des rôles différents pour faire une série d'actions. Je donne un exemple qui a souvent été cité. Donc, ça avait beaucoup fait parler de lui. Je crois qu'on est à plus de 800 000 téléchargements sur GitHub, sur le modèle open source. On a à peu près 300 personnes activement qui publient dessus. Donc, ce qui est devenu un sujet d'intérêt pour Microsoft, de continuer à investir dessus. L'idée, c'est quoi?
je donne un exemple. Vous faites une image avec DALL-E 3. Ok. Fais-moi une petite case de BD avec un personnage sympa, détective. Si vous voulez vraiment faire la BD dans la durée, on a un problème avec l'IA Gen, c'est la persistance Oui, la continuité. dans le temps. Ouais. Donc je ne vais pas pouvoir reprendre la même tête et la rejouer. En tout cas, nativement, ce n'est pas le mécanisme des LLM de garder le personnage et de Ouais. pouvoir faire ça. C'est à Donc, usage unique, quoi. c'est à usage unique. Donc si tu veux construire ta BD sur plusieurs cases, avec le même perso et que ça a l'air un peu réel, tu vas avoir une problématique. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que certains ont déjà fait? C'est que par contre, tu peux très bien avoir un LLM qui va contrôler le résultat de ton premier, donc qui va générer lui tes petits détectives, Ouais. et vérifier qu'il se rapproche le plus possible de ta première image. Donc parmi plein de générations faites, du coup, il va choisir à chaque fois celle qui correspond le plus. Ça ne sera pas exactement le même, mais le plus proche de ta première génération. Et du coup, avec ce mécanisme de contrôle, donc deux rôles différents, celui qui génère l'image de BD et celui qui contrôle la qualité de l'image en rapport à ta première génération. Un artiste. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a certains qui arrivent à générer des BD entières avec un perso que tu reconnais de case en case, toujours de légères différences, mais qui devient de plus en plus maintenu et un résultat exploitable. Ça, c'est un exemple simple pour visualiser comment ça fait, mais tu peux l'imaginer sur d'autres choses. Tu peux l'imaginer vraiment avec par exemple, je ne sais pas, tu aurais un bot pour faire de la migration de code, tu vois. Le premier fait de la migration de code d'un vieux système vers un nouveau. Le deuxième pourrait avoir le rôle de contrôler le code pour voir s'il est à jour ou s'il n'y a pas de faille de sécurité. Et finalement, ta migration, elle n'est pas faite juste par un qui migre d'un coup, mais avec une série de contrôles ou qui viendrait vérifier que toutes les fonctions existent bien. Parce qu'on sait que le LLM a le biais de des fois pouvoir se tromper. Ouais. Il vérifierait que ça n'a pas fait une traduction un peu bête et méchante et des fois aléatoire d'une ligne de code. Même un petit peu d'hallucination. Un peu d'hallucination, justement. Et on pourrait avoir un bot qui contrôle qu'il n'y a pas d'hallucination parce qu'il prend en référence des index reconnus de toutes les fonctions de tel ou tel code. Donc, on arrive sur ce qu'on appelle le multi-agent. Ouais, donc, AutoGen permet de faire ça. Boucle de... C'est assez puissant parce que les potentialités, le potentiel est infini en fait, énorme et infini. Ouais. Exactement. Tu pourrais une chaîne maintenant, alors qu'avant c'était un appel. Quoi. Tu utilises un bot pour aller, je sais pas, demain booker tes vacances. Tu pourrais très bien le mettre en relation avec, ou avoir un système qui le met en relation avec le bot qui gère tes finances et qui sait à un moment, toi, tu es capable d'avoir quoi comme disponibilité dans ton compte le mois prochain pour tes vacances et de lui répondre en disant non, ce voyage-là, il va être un peu compliqué, donc lui pousse pas et d'avoir un peu ce petit système très verticalisé avec des bots spécialisés, mais qui sont construits dans un workflow pour bosser ensemble. Jusqu'à maintenant, je vais au bout de la news et on ouvrira le débat. Jusqu'à maintenant, donc c'était relativement technique pour le faire. C'est basé sur du Python, hein, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Microsoft a introduit, en open source toujours pour l'instant, un studio qui s'appelle l'AutoGen Studio, qui apporte une vision low-code, donc qui, d'après Microsoft, 3 objectifs, va permettre de réduire la barrière à l'entrée dans la création d'applications dites multi-agents, faciliter le prototypage et les tests rapides, et cultiver la communauté parce qu'ils vont introduire une notion de marketplace où en gros tu vas pouvoir publier tes meilleurs workflows, tes meilleurs agents. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est que j'arrive dans un studio, je retrouve une espèce de bibliothèque de mes agents que j'ai créés et je vais dire façon low code pure, vraiment c'est ça. Et d'ailleurs Microsoft dans l'expérience introduit du drag and drop, on voit un peu à l'écran voilà à quoi va ressembler le studio. C'est très visuel, on est dans le monde du workflow, du processus. Et globalement, je vais pouvoir dire premier agent, interagir avec deuxième agent et faire ma suite, avoir toute ma bibliothèque, avoir des systèmes de tests rapides pour vérifier que le scénario s'imbrique bien. Et du coup, nous amène à penser qu'on sera amené à faire de plus en plus d'applications. Donc, c'est pas un petit sujet. Dans le monde du LLM, c'est vraiment... On avait déjà évoqué les orchestrateurs qui permettent au LLM de lancer des actions. Donc, LangChain, Semantic Framework. C'est dans cette logique-là, ça continue un peu dans le plus de compétences. Et là, c'est l'interaction multibot. Oui, au lieu de travailler avec un ouvrier, tu peux travailler avec une équipe d'ouvriers. Exactement. Mais chacun spécialisé. Chacun spécialisé. T'as ton maçon, ton électricien, ton truc et en question. Alors, dans l'intelligence artificielle, c'est un concept qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire que, notamment pour entraîner à l'échelle des IA, on a souvent eu le côté les IA un peu imposteurs, ou en gros qui vont essayer de voir si l'autre ment et essayer en tout cas d'interroger et de rectifier cette communication-là. J'ai plus le système en tête, mais a déjà permis l'amélioration des performances des modèles. Maintenant, sauf qu'on le récupère aujourd'hui côté low-code applicatif. Alors, le débat que j'avais avec Romain est intéressant, c'est que c'est open source.
pour l'instant. AutoGen l'est, AutoGen Studio a l'air de l'être. C'est une logique qu'on aurait pu et qui arrivera certainement dans le Copilot Studio. Déclaratif Copilot, c'est ça, mais à une autre échelle. À une autre échelle. C'est quoi les différences que tu vois d'ailleurs? Alors aujourd'hui, comme tu dis, c'est un sujet de recherche open source. Ouais. Copilot Studio, on est sur ChatGPT 4o avec, encore partout, c'est en train d'arriver. Et on est à l'échelle de l'entreprise, dans un tenant limité, dans un modèle limité, avec en plus des personnalisations limitées. Oui. Mais parce qu'on est à l'échelle du pro. Là, en fait, se fait quelque chose de beaucoup plus puissant avec AutoGen. Mais l'IHM, c'est celle de n'importe quelle plateforme low-code. On est d'accord. Et on est sur le discours du je personnalise à la situation, à un contexte, etc. Donc, on est très proche. Et moi, je suis très, très curieux. C'est pour ça qu'on va travailler beaucoup, nos équipes ensemble, dans les semaines à venir, de qu'est-ce qu'on conseille à un client, qu'est-ce qu'on utilise dans quelle situation, parce qu'on est sur des scénarios qui se rapprochent beaucoup, en fait, en vrai. Oui, alors dans tout ça, il y a plusieurs concepts. Il y a le métabot, un peu, donc ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce bot qui encapsule les autres. Là, on est sur la notion de multi-agent, le fait d'avoir des intelligences spécialisées qui communiquent pour construire, en gros, un output global d'un point de vue expérience client. Donc, on sait que tout ça, ça va arriver dans le monde low-code. Là, c'est lancé côté recherche parce qu'ils ont encore pas mal d'enjeux à couvrir, notamment sur des sujets d'éthique, etc. Ils ont annoncé qu'ils allaient garantir dans la même lignée que tous leurs produits que ce serait sécurisé, pas de dérive possible. En fait, la peur qu'a tout le monde sur un sujet comme ça, c'est le bot qui part tout seul en live. Ouais. Et qui... Il nous reste 1 an avant que Skynet vienne au monde. Donc, on y est. Question un peu bête, Kevin. Là, cette recherche qu'ils ont poussée du coup en mode open source, ils l'ont pensé en tête pour genre grand public, ou est-ce que c'est pensé plus pour le monde de l'entreprise et du coup ça va se professionnaliser ce truc-là? Alors c'est un peu des deux, je dirais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont ouvert le premier modèle, ils ont vu déjà que, et je vous encourage à aller vous documenter dessus, mais il y a eu beaucoup de retours d'expérience sur des idées qu'ont eu les personnes tout de suite en se disant donc ça pourrait permettre de faire ça dans la finance, dans tel use case, etc. Ça leur a montré qu'il y avait du coup un vrai sujet. Et du coup, le fait de proposer un studio low-code ouvre encore plus en termes de compétences la capacité de tout à chacun de pouvoir le déployer, dont les entreprises et toi en perso. C'est-à-dire que tu pourrais très bien, et c'est un peu ce qui est décrit dans l'article de Microsoft Research, il te donne l'exemple, toi tu pourrais te construire ton agent pour gérer tes finances perso. Entre tes projections d'achat, ton comportement, je ne sais pas quoi, si tu es un peu débrouillard, demain tu peux imaginer de te faire tes multi-agents pour des situations personnelles. Tu disais plusieurs LLM, donc tu peux aussi choisir le LLM que tu veux derrière, j'imagine. T'es pas obligé de prendre du... Alors c'est une bonne question, j'imagine que oui. T'as de la souplesse, mais en fait... J'imagine que oui, mais j'ai pas creusé cette partie-là. Ils ont montré, pour revenir au monde pro, parce que là, tu as donné des exemples de choisir des agents. Et en fait, quand ils ont sorti le studio, et c'est là où moi j'ai tiqué plus profondément, ils ont montré les scénarios très proches de ce qu'on a. Juste un message à Antoine. Ouais, on a l'écran qui va s'éteindre pour info, Antoine. J'étais en train de lui écrire. Ils ont donné l'exemple assez amusant pour la vie d'un salarié. C'est-à-dire, tu vas avoir le chatbot qui s'occupe de tes frais, tu vas avoir l'autre qui s'occupe de ton planning, celui qui s'occupe des datas auxquelles tu as accès, celui qui s'occupe de tes clients, et tu dois organiser un voyage, conférence, rendez-vous avec des clients. Et en fait, AutoGen, il montrait un exemple avec des process, des workflows, des demandes d'approbation, de la compta. Et en fait, c'est pour ça que moi je dis, tiens, on est très proche des scénarios que Microsoft raconte avec Copilot 365 et Copilot Studio, parce que finalement, là, je suis dans un scénario que moi, j'ai déjà vu en build, en Ignite ou au quotidien, et là, on est en train d'en parler dans AutoGen. Donc en fait, ils ont déjà pensé à faire ça avec AutoGen, et du coup, je suis très curieux des applications et des limites de chacun, et surtout des forces et des faiblesses qu'il va y avoir. Ça ressemble un peu, il y a quelques mois, NVIDIA, dans sa conférence, avait présenter une vision comme ça, ils appellent ça eux des NIM, où en fait tu fais des petits morceaux en fait de programme où tu choisis ton LLM que tu veux et tu le spécialises pour ce que tu as dit en fait. Tu as un contrôleur qualité, tu as un espèce de créateur. Mais encore une fois, c'est des petits assistants. Alors encore une fois, c'est plus que ça quand même. C'est la spécialisation, on savait la faire. C'est le fait qu'ils collaborent entre eux. Oui, mais je te parle vraiment... NVIDIA, c'était ça aussi. C'est pas juste la spécialisation, c'est la collaboration. C'est ça. Je vais terminer sur ce sujet. En tout cas, c'est un gros sujet. On en reparlera certainement. C'est encore en mode recherche parce que je pense que Microsoft prend des pincettes là-dessus. Mais par contre, ça ouvre un champ des possibles qui est juste incroyable et ça va faciliter l'accès à ce type de techno.
Je vais finir avec une dernière petite annonce. Alors, on a ouvert sur la thématique de la météo. On va la fermer sur la thématique de la météo. J'ai cru que tu lui demander propriétaire de la Xantia en bas doit la bouger. Toujours c'est chez pas ça. Microsoft Research, c'est l'annonce d'un nouveau modèle Fondation. Donc, on rappelle, Fondation, c'est modèle entraîné sur un grand volume de données, mais de manière non supervisée, donc non catégorisée. On lui a donné en vrac, on l'a entraîné, on a regardé ce que ça donnait. C'est du GPT, c'est du DALI, c'est du Florence sur la vision. Et là, le nouveau modèle s'appelle Aurora. Et c'est un modèle Fondation 3D flexible de l'atmosphère. Alors, je vous passe tous les termes qui expliquent son fonctionnement. Dis-moi que c'est un truc de météo trop bien. C'est un truc de météo trop bien. Oh, si je dois le résumer, c'est à peu près ça. C'est qu'on l'a entraîné sur des millions d'heures de simulation météorologique et climatique. Et ce qui permet que c'est peut-être un des modèles les plus aboutis que l'on aurait sur la compréhension de le fonctionnement de l'atmosphère. Et du coup, dans sa capacité à prédire ce qui va arriver en fonction d'un paramètre qui change. Météo France, quoi. Donc, c'est a priori, il est extrêmement polyvalent. Il va pouvoir notamment aller sur tous les sujets, donc niveau de pollution, vitesse du vent, température, pression atmosphérique, gaz à effet de serre. Pluie, c'est suffisant. On parle d'un modèle 3D dans le sens où on est vraiment multiparamètres et il visualise l'ensemble. Alors, c'est 3D ou multidimensionnel en tout cas. L'ensemble des paramètres fonctionnant ensemble. Et du coup, on aurait peut-être, quelque chose d'assez impactant dans notre compréhension du fonctionnement global monde, en fait, de notre atmosphère. Benjamin, tu auras la mission, si tu adores ça, d'aller te renseigner dessus. Oui, parce que moi, je suis en scooter toute la journée, alors vous dites que ça m'intéresse plus. Et c'était juste pour vous montrer aussi, quand même, c'est que c'est important des fois d'en revenir au modèle fondation. C'est qu'on est très focalisé sur un des modèles fondation, notamment GPT avec les Transformers, qui est lié au domaine du texte et de la compréhension du texte, génération de texte. Par contre, il y en a d'autres qui existent, Florence, chez Microsoft, notamment sur la compréhension de la vidéo et de ce qui se passe sur les vidéos. Et du coup, la compréhension de l'atmosphère, on voit qu'on peut le décliner sur beaucoup d'enjeux comme ça, avoir des modèles fondation à terme spécialisés, entraînés avec des milliards de données, peut être quelque chose d'assez... Clairement. Surtout à l'heure aujourd'hui des tempêtes, des bouleversements climatiques, avoir un modèle comme ça peut faire sens. Donc ça s'appelle Aurora, si vous voulez vous renseigner. Sur Microsoft Research, ça a été annoncé aussi, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. On va terminer là-dessus, sur cette petite news météo. Écoutez, c'était un programme plutôt conséquent, cette semaine, pas mal d'infos. J'en suis ravi. Comme d'habitude, on espère que vous avez apprécié l'épisode. Donc, c'était l'épisode 14 des Têtes dans le Cloud. On vous remercie encore de nous avoir suivis pour ceux qui étaient sur le live Twitch. On vous encourage toujours plus à liker la chaîne YouTube et ou nous écouter en podcast. Spotify, Apple... On a maintenant même YouTube Podcast, pour le dire correctement, je suis fatigué. Et on vous dit donc rendez-vous le mois prochain. On aura un dernier épisode certainement avant les vacances, au mois de juillet, pour un peu clôture de cette première partie de l'année. On vous dit à très bientôt et on vous remercie. Bye bye.